bah du coup, bonjour. Bonjour Audrey. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que tu es pour l'instant le premier et le seul invité masculin du podcast. Mais à la base, je fais plus des portraits féminins, mais j'avais aussi envie de faire quelques épisodes un peu, on va dire, bonus autour de soit de passion, soit de sujets qui sont assez importants dans ma vie perso. Toujours orienté autour de Dubaï, évidemment, avec un petit lien avec la ville. Donc pour le contexte, je t'avais rencontré via Dubaï Madame. J'étais venue te voir donc dans l'hôtel où tu es en résidence en tant que peintre. Ouais, tu au Parc Hayat. Ça. Et du coup, on avait eu un échange super intéressant. Et du coup, ça me restait toujours un petit peu en tête de t'interviewer. Au début, je n'osais pas trop parce que j'étais un peu dans ma bulle. Puis après, je me suis dit... Et du coup, tu m'as un peu engueulée en me disant « Mais oui, bien sûr !» Mais non, mais... Donc, pas de problème. Déjà, merci à toi, Audrey. Je suis un de tes, comment on dit, tes followers, de tes abonnés. Non, en plus, merci, parce qu'à chaque fois que je sors un truc, t'envoies toujours un petit like. Je partage, like, mais ça, c'est normal. Merci beaucoup. Ça fait partie du package. Donc, merci à toi. Honoré d'être le premier mâle, le premier homme que tu as invité. Et c'est un grand plaisir. On a eu un super échange aussi. Quand tu étais venu au Parc Hayat, j'ai découvert la hippopeuse en toi, j'ai découvert plein de choses. Là, personne ne voit tes Jordan, mais ça fait partie aussi de ton univers, donc avec plaisir. Et du coup, est-ce qu'on peut donc commencer par le point de départ donc, quel âge tu as et depuis combien de temps tu es à Dubaï, pour commencer? Commissariat. Prénom, nom du père, nom de la mère. Alors, mon âge, 41 ans. Là, je suis en roue arrière vers mes 42. Nom du père, prénom Mohamed et mère Naama. Ok. Combien de temps je suis à Dubaï? Je suis sur la 4e année. Ok. Avec ma femme et mes enfants. D'accord. Ça aussi, c'est pas dans ta charte puisque tu focuses normalement sur celle qui arrive seule. Mais c'est pas grave. Mais j'ai 2 magnifiques filles de 13 et 8 ans. 13 et 8 ans, ok. Ouais. Et voilà. Ok. Et tu viens d'où à la base? Alors moi, je suis né à Paris. Je suis un vrai petit Parisien. Après, je suis originaire, donc j'ai grandi à Paris. Après, moi, c'est un peu compliqué, mais bon, pour la faire simple, il y a des va-et-vient avec les Comores, notamment à l'adolescence, je suis resté quelques années. Donc, je suis originaire des Comores, c'est un pays qui est très très important pour moi. D'accord. Et d'ailleurs, mon nom de graffeur n'est pas anodin, c'est un anagramme de Comores. Et ton nom de graffeur qui est Sochrome. Okay. Ouais, Sochrome. Donc tu mélanges les lettres, ça fait Comores. D'accord, trop cool. Voilà. Et du coup, question bateau, mais comment l'adolescent ou l'enfant parisien est tombé dans le graphe? Comment t'es devenu graffeur à la base? Parce que du coup, le graphe, c'était vraiment ton début en tant qu'artiste. En fait, tu vois, ça, je sais pas si c'est aussi truc que ça. Tu sais, des fois, c'est pas aussi défini que ça quand tu vis les choses. C'est genre, je vais être graffeur. Oui, bien sûr. Maintenant, je suis graffeur. Comment t'as découvert cet univers, on va dire? En fait, je pense que la vérité, c'est que j'ai toujours été dans le dessin, la peinture ou des choses comme ça, tu vois. J'ai toujours adoré ça, en fait. Tu vois, même quand j'étais en maternelle, j'ai des souvenirs des maîtresses qui me kiffaient, qui me donnaient de la peinture pour chez moi, tu vois, des trucs comme ça. Ça a toujours fait partie de ta personnalité. Tu me demandais en maternelle, Kim, qu'est-ce que tu veux faire? Je disais artiste peintre, tu vois. Tu voulais graffer des murs? Alors, pas graffer des murs, parce que ça arrivait plus tard. Mais artiste peintre, la création, ça a toujours été là. D'ailleurs, c'est marrant parce que ma fille, la deuxième, c'est pareil. Ah, trop chouette. Ouais, elle est même plus, je trouve, elle est plus avancée même. Parce que du coup, comme son papa est dans la peinture, il y a toujours de la peinture. Je la mets dans des expos, des trucs comme ça. Alors, elle n'a pas fait de graphe, l'aînée en a fait à Nanterre, mais bref. Et donc, du coup, après, ça devient le graffiti. Ça, je découvre ça quand je suis aux Comores, quand j'ai 15 ans, tu vois, 14-15 ans. Je sais pas ce qui m'amène au graffiti parce que je me faisais globalement chier là-bas, il y avait pas beaucoup de choses à faire, tu vois, donc j'étais passionné de basket, qui est déjà un peu connecté au hip-hop, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je pense que le graffiti, il y a 2 trucs qui ont favorisé que j'y aille plein pot. C'est lié, c'est la discipline des arts graphiques du hip-hop. Ok. Finalement, tu vois, les rappeurs sont plutôt sur le son, les compositeurs aussi, les danseurs sont sur la danse. Ceux qui font du dessin dans tout ça, c'est les graffeurs. Donc je pense déjà il y a ça. Et puis il y a un truc avec la liberté que j'adore en fait. Mais comment tu passes des crayons et des pinceaux à la bombe? Alors je pense en voyant des trucs à la télé tout bêtement, tu vois, en voyant des clips, en voyant des trucs, des magazines. Quand j'étais aux Comores, j'avais pas accès à grand chose, mais j'avais été acheter des bombes à Magoudjou, le quartier derrière chez moi, tu vois. Des bombes de merde chinoises ou américaines, je crois. Je me rappelle plus.
Et c'était de la connerie. Après, dans le cadre de mes études, il faut que je rentre en France. Mes parents restent aux Comores. Ok. Et là, tu rentres à Paris ? Ouais. Ok. À Paris, ouais. Et là, du coup, on est en quelle année à peu près pour... On est en 2000. Ah oui, donc du coup, c'était déjà bien... ok. Ouais. En fait, si tu veux, j'étais déjà... le virus était déjà rentré. Je commençais à être dedans, tu vois. Je commençais à être piqué. Et après, j'arrive en France. Là, il y a des bombes spécialisées. Il y a des magazines. Tu vois, on m'a offert un livre qui s'appelle Capital. Là, je découvre que c'est une scène, tu vois. Ouais. Et là, c'est n'importe quoi. D'accord. Là, j'y vais vraiment... Là, j'y vais. Là, il n'y a plus de filtre, tu vois. Je fais que de peindre tout le temps, en fait. D'accord. Ouais. En parallèle, mais tu poursuis quand même tes études. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais le truc, c'est qu'il veut faire bonne figure qu'à des enfants. Ouais, bien sûr. Mais en fait, non, mais en vrai, oui, parce que j'étais pas mauvais. Mais en fait, au fur et à mesure que... Si, j'y allais. Surtout au lycée. Mais tu vois, je rate le bac, alors que j'étais bon. D'ailleurs, je me rappelle de ma prof principale, puisque j'étais en spé maths et c'était la prof de maths. C'était coef 9, ah oui, attends, spé maths, oui, t'étais pas... Et elle était vénère parce qu'elle disait Hakim, il va avoir le bac alors qu'il mérite pas, quoi. Et d'ailleurs, il m'avait foutu un avertissement et tout. Bref. Mais j'étais quand même un élève bien, mais je pense... Mais t'étais plus investi... J'étais embarqué dans ça. Ok. Et alors, ce qui est drôle, c'est que quand je l'ai raté, je me suis puni. J'ai été en internat à Provins, dans le 77. Ok. Et j'ai jamais autant peint que cette année-là, quoi. Mais peint dans la rue. Ah, même dans la rue. Ok, t'as quand même... Parce que j'avais réussi à fourguer des projets graphes, tu vois, à l'internat. Du coup, j'avais commandé 600 € de bombes qui étaient dans un local. J'avais les clés, tu vois. Et donc, du coup, j'ai fait des fresques à la con dans l'établissement. Okay. Et puis, le week-end, je remplissais mes sacs de sport et puis j'allais peindre. Et il y a encore des graphes de toi qui sont visibles à Paris ou pas ? Ou aux Comores, peut-être ? Alors, à Paris, peut-être. Je sais pas, peut-être. Ça fait longtemps maintenant que je suis parti à Paris. Hein. Ouais. Mais aux Comores, c'est certain. Mais France, là, t'aurais pu retomber dessus. Ouais. Non, si, il doit en avoir. Okay. Il doit en avoir. Faut réfléchir. Et du coup, après, donc, tu finis ton internat, tu repasses ton bac ? Bah oui, quand même. mais par contre... ton bac ? Si, non, je l'ai. Et après, du coup... C'était une catastrophe pour mes parents, parce qu'en plus, dans les pays comme ça, c'est pas dans l'ADN de faire des études comme ça. D'ailleurs, je suis content de voir les générations d'après avoir des parents plus ouverts à ça. D'accord. Parce que finalement, moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont accepté. Ils étaient dégoûtés, c'était visible, mais ils l'ont accepté. Ok. Tu vois. Oui, c'est déjà ça, je pense, c'est déjà être favorisé, tu vois. Ok. Parce que ma mère, elle voulait un ingénieur ou un machin pour se la raconter au bled, tu vois. On sait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'ai fait un réel comme ça, je sais pas si tu l'as vu, genre ma mère aurait voulu que je devienne je l'ai vu, je crois. ingénieur, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc ouais, non, je repasse le bac et après je comprends, moi j'intègre que j'ai pas envie d'être ingénieur ou je sais pas quoi, là ça m'intéresse pas. Oui, tu comprends que c'est vraiment ta vocation de toute ta vie. C'est pas juste une passion, c'est... Faut kiffer, tu vois. Ok. Et du coup, après tu continues tes études. Alors je vais faire une fac d'art plastique à Saint-Denis. Ok. Alors curieusement, moi, accepte pas à la Sorbonne, donc je suis à Saint-Denis. Et très intéressant, tu vois, mais en gros, j'apprends les bases de l'histoire de l'art, je rencontre des profs super intéressants et tout, mais j'arrive à Saint-Denis. Ouais. Je suis en CTU à Saint-Denis. Oui. Donc là, tout à fait. Je rentre dans la Ligue des Champions pour pouvoir peindre encore plus. Non, mais bien sûr. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais en plus, tu as dû rencontrer des graphes ou même des autres artistes qui ont été encore aussi influents par la suite. Ouais. Alors après, j'ai constitué mon propre groupe, Le Chat Noir, qui est, on va dire, plus du côté de Nanterre. Mais ouais, je rencontre Keyon, qui est un graffeur, enfin qui devient graffeur d'ailleurs à mon contact. Et qui rentre dans mon groupe. Ouais, aujourd'hui, c'est un tatoueur excellent. Ok. Et bien sûr, je me fais mon équipe et puis on commence à bouger, on commence à voyager. Au bon endroit. Ouais. Ok. Ah, voyager du coup via le graphe uniquement. Ouais. On saute dans une voiture et puis on se balade, quoi. On va à Lille, Bruxelles, Marseille, Toulouse, beaucoup Toulouse. Okay. Toulouse, on se fait une autre équipe, l'équipe de Fiche, Triste, Case, toute la clique. Et donc ça devient même ma deuxième équipe, quoi. Okay. Après je vais tout le temps à Toulouse. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Enfin ça commence, tu vois. Ok. Et du coup après, quelle est la suite de ton parcours, on va dire artistique ? À ce moment-là, c'est intéressant, je pense peut-être de le dire pour des gens qui pourraient se projeter dans ça. Tu vois, je comprends qu'à l'université je vais aller nulle part en vrai. D'accord. Il y avait encore la licence, je sais pas si ça existe encore, mais j'ai ma licence et je vois bien que il va rien se passer après cette licence, tu vois. Donc je fais un crédit étudiant. Ok. Et ça, je pense que c'était une grande connerie, tu vois. Je fais un crédit étudiant, c'était 7 000 €, 8 000 €. Ah, c'est beaucoup quand même. Ouais, en différé, tu vois, que tu rembourses 5 ans après. Ouais.
pour aller dans une école d'art appliqué, donc pour apprendre Photoshop, Illustrator. D'accord, plus la partie digitale, quoi. Exactement, la PAO. Ce qui m'a beaucoup aidé par la suite, mais c'était une connerie, en fait. Tu vois, c'était une connerie. À ce moment-là, tu veux dire? Attends, t'inquiète, Davis. Non, t'inquiète, hein. Je suis malade, donc je bois mon thé de non, mais bois ton thé, t'inquiète. Si t'as des petits biscuits, vas-y. Je crois qu'il est trop chaud, en plus. Donc, je fais ça. Donc, pendant une année, je fais ça. J'apprends tous ces logiciels-là. Je fais une autre année en alternance. Et donc, après, en gros, ça me lance sur la voie plus graphiste et compagnie. D'accord. Mais à côté de ça, donc après, je fais mon petit parcours de graphiste. Après, directeur artistique. Je vais dans la pub. Il me casse les couilles. Je me casse. Et à côté de ça... Mais tu arrives quand même à... Comment dire ça? À rendre ta passion, on va dire, professionnelle, entre guillemets. Tes premiers métiers, c'était quand même lié à l'art. Ouais, c'était lié à l'art, mais après, c'est pas de l'art, tu vois. C'est pas... Surtout quand t'es quelqu'un qui est issu du graffiti comme moi et que t'aimes ce truc de liberté, en fait, finalement, ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais, je comprends. Peut-être même que dans un certain sens, peut-être que j'aurais préféré faire un job plus déconnecté du créatif. Pour avoir plus pour de avoir liberté. deux trucs bien séparés, tu vois. Okay. Je sais pas, je suis pas sûr, tu vois. Après coup, non, mais c'est intéressant comme... ouais, tu vois, je sais pas en vrai. Mais t'étais trop bridé, quoi. C'était l'alimentaire en vrai. Ouais, tu vois, c'est une des problématiques dans l'artistique et dans tout un tas de passions d'ailleurs. Faut que tu vives à la fin. Bien tu sûr. vois, c'est cool ce que tu as envie de faire, mais il faut que tu vives. Ok, ouais, je comprends. Et donc du coup, moi, j'avais ce truc-là pour me sécuriser. Et puis en plus, ce qui est marrant, c'est que je commençais à développer un côté un peu business de mon côté. Donc là, en France. En France, tu vois, faire des décos, faire des trucs comme ça, et j'ai commencé à bien le structurer. Ok. Et de l'autre côté, j'avais mon côté passion où je commençais à peindre, tu vois, à peindre encore plus professionnellement, on va dire, à rencontrer des plus grosses équipes, à voyager plus loin, tu vois, là, ça devient, je sais pas moi, Barcelone, New York, cool. tu vois, Italie. Tu dis, pardon, je te coupe, quand tu dis peindre... Non, mais tu me coupes pas, en fait, non, je rigole. Tu me laisses parler, ok. Quand tu dis peindre professionnellement, ça veut dire quoi exactement? Non, c'est-à-dire avoir une pratique de cet art qui n'est pas juste tu te fais ta fresque le dimanche et t'es content de poster ton truc sur Photolog ou Photolog, tu vois, ou MySpace, okay. tu vois. C'est juste que je rentre dans un truc où je prends ça plus au sérieux, mais pas genre avec l'objectif d'en faire un truc pro, hein, mais genre je fais ça tout le temps. Mon groupe LCN, on faisait vraiment des très grosses prods, tu vois, avec du décor, différents lettrages, des trucs sur des thèmes. C'était la grande mode de ce truc-là. Et donc, du coup, tu deviens... c'est comme si tu rentres dans une discipline et que tu mets à fond, quoi. Tu vois, tu vas à la salle, tu travailles ton truc, tu participes à des festivals, tu veux envoyer du niveau, etc. Tu te connectes à des meilleures équipes. Ouais, donc tu sens que ça évolue. Tu deviens une personne qui fait partie de ce truc-là, tu vois. Ok. Et en plus, moi, c'est quelque chose qui me passionne, tu vois. C'est genre... tu vois, l'autre fois, je parlais à ma fille du côté hip-hop, ce que c'est que le hip-hop, tu vois. Alors, ce qui fait un peu has-been aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un peu la base de tout, quoi. Donc, ouais, et puis j'ai essayé de lui expliquer, tu vois, tous ces trucs-là. Et c'est vrai qu'après, il y avait plein de passerelles avec les autres disciplines, tu vois. Dans mon groupe, il y a même un mec, c'est un b-boy, Davy, c'est super, super bon. On a travaillé avec des rappeurs, tu vois. Il y a plein de trucs, en fait. C'est juste que c'est une énergie comme ça, commune. Et donc, je rentre dans ce truc, tu vois, et ça me passionne, j'adore ça. En fait, je comprends que le côté salarié dans une boîte et tout, ça fait vachement genre entrepreneur de Dubaï de dire ça, et ça me saoule de dire ça, parce qu'ils me saulent tous ces entrepreneurs à la con. C'est vrai qu'ils me saoulent tous. Ils sont relous, en fait, parce qu'en plus, en vrai, la plupart, c'est pas vrai. Ils restent là 1 an et ils se cassent. C'est vrai, c'est vrai. Donc, mais la vérité, c'est que je sentais que j'étais mal là-dedans, tu vois. Et donc, j'ai développé mon truc à moi en parallèle. Donc, je travaillais double, en fait. Tu vois, j'avais mon taf de salarié que je faisais et mon taf à côté que je faisais. Donc, tu misais sur toi. J'étais à la maison des artistes et je faisais mes projets, j'ai fait mon site, j'ai commencé à utiliser mes skills de graphiste, DA pour travailler avec des marques et ça a commencé à se faire. Ok, d'accord. Ça, c'est structuré. J'ai commencé à bosser avec aussi des projets de plus en plus intéressants, de mieux en mieux payés. Où j'ai commencé à bouger. C'est comme ça que je découvre Dubaï. Okay. C'est en collaborant avec une marque qui m'envoie à Dubaï. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et maintenant, ça fait 10 ans. Et elle t'envoie pour faire quoi exactement? C'est de la personnalisation, tu vois. C'est pour l'événementiel. C'est genre, c'est de la calligraphie ou des choses comme ça sur des pièces de cuir, tu vois. Ok, chouette. Et en fait, là, c'est mortel parce que je suis dans un truc que j'aime, c'est-à-dire la calligraphie, qui n'est pas du graffiti pur et dur. Mais j'adore dessiner des lettres. Donc en fait, je suis dans un truc que je kiffe.
C'était l'époque avant Covid, donc j'étais très chouchouté, tu vois. Ça m'a fait découvrir plein d'autres pays, tu vois. J'étais fait un projet, c'était pour Mont Blanc. Donc Dubaï, New York, Inde, j'étais beaucoup en Inde, encore l'année dernière d'ailleurs. Okay. Et donc du coup, je rentre aussi dans un truc où je développe une utilisation de mes capacités créatives pour des projets corporate. Oui, puis ça te fait un bon réseau aussi. Ça me fait un bon réseau, puis ça me fait vivre, tu vois. Oui, c'est pas. Oui, ouais, c'est surtout ça en vrai. C'est qu'en fait, ça sponsorise ma vie d'artiste. Okay. C'est comme ça, je suis pas obligé de vendre absolument des toiles ou machin. D'accord. D'ailleurs, moi, je m'en foutais des toiles pendant longtemps. Je te l'avais dit, je crois. Ouais, tu m'en avais parlé. J'en avais rien à taper. Mais je crois même qu'il y avait des fois où tu recevais des commandes et ça. Enfin, c'est pas ça que me saoulait, ouais. Ouais, j'allais dire, ça te saoulait. Même la première expo de mon groupe, donc groupe que j'ai créé avec Ops, j'ai pas participé à l'expo parce que j'avais pas envie de faire des toiles, tu vois. Ça m'intéressait pas. Ok. Là, après on va peut-être y revenir plus tard, là j'ai un truc à raconter sur les toiles, donc ça me fait kiffer. Mais à ce moment-là, aucun intérêt pour moi. Okay. Je préférais aller peindre des fresques, tu vois. Ok, non mais c'est super intéressant. Merci. T'as toujours misé sur toi et sur ce que tu ressentais par rapport à ton art en fait. Tu t'es jamais imposé... Bah si, des fois, tu vois, par exemple, je te dis, donc ma fille a 13 ans, alors qu'elle allait naître, je plaque mon taf. Donc c'était dans la pub, c'était chez Havas. Je me suis barré, tu vois, genre pas rupture conventionnelle. Je les ai regardés, j'ai fait salam, tu vois. Ils m'ont saoulé. Donc, et à ce moment-là, ma fille allait naître. Bref, on se retrouve... et moi, je me disais, c'est bon, parce que ça marchait bien, tu vois, à côté. J'avais double salaire, quoi. Ouais. Donc, je me dis, je m'en fous de... Sauf qu'à ce moment-là, ça marche pas du tout, le et business. Et ta femme, elle réagit comment écoute, ma femme, j'ai la chance d'être avec quelqu'un déjà que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup et qui me soutient dans tout ça. Ouais. Et donc, du coup, je pense qu'elle était saoulée. Tu vois, t'es enceinte, tu vas accoucher, le con, là, il quitte son taf. Et en plus, ça s'est pas... Oui, mais le pire, c'est que ça s'est pas bien passé, vraiment. C'est-à-dire que là, le business s'est cassé la gueule, c'est la merde, tu vois. Ouais, trop de fierté pour retourner chez eux parce qu'ils m'ont dit la porte est ouverte, mais évidemment que je vais pas y aller. Et donc, du coup, après, je suis retourné dans le salariat, tu vois, dans le digital, quelques années, le temps de me refaire. Et là, je me suis vraiment cassé en étant sûr de moi. Et là, on décide de se barrer aux Comores. Ah ok, donc la décision de retourner aux Comores, c'est une décision plus personnelle avec ta femme Ok. Ouais, j'avais envie de... Il y avait ce truc de... En fait, c'est moi le premier à peindre sur les murs aux Comores, tu vois. Okay. Donc déjà, il y avait ce truc-là. Je crois que j'ai toujours ce truc, moi, en arrière-plan de devoir rendre un peu au pays, tu vois. Okay. Je m'en suis libéré depuis. D'ailleurs, c'est ce retour au pays qui m'a permis de me libérer de ça aussi. Ah ok. Ouais. Et puis, tu as ce truc aussi de mec typique de ma génération et de mon parcours d'être le cul entre deux chaises, tu vois. Et donc, du coup, tu sais que t'es pas d'ici. D'ailleurs, on le ressent de plus en plus dans la France actuelle. Quand t'es là-bas, ce que peu de gens savent, quand tu t'es là-bas, eux considèrent que t'es un petit Français. Ouais. Donc, en fait... Oui, parce que t'as pas grandi là-bas toute ta vie. Donc, et c'est une étiquette que, de toute façon, moi, je suis même sûr que tu la retireras jamais dans les yeux de la plupart d'entre eux. Et mais parce que ta femme, elle est française, hein, c'est ça ? Ouais, elle est française. Okay, d'accord. Elle est totalement française, blanche. Non, mais ça c'est... Alors, tu sais quoi ? Ça s'est bien passé. Elle a beaucoup aimé. Ok. Moi, c'était important pour moi que mes enfants... Donc, on est partis en 2018. Parce que j'avais envie de monter un studio de créa. Tu sais, c'était mon truc d'artiste, là. Ouais, on va créer un truc au pays. Puis, on va créer le premier studio de création d'Afrique. Nanana, tu vois, à fond, le mec. Ouais, c'est cool. Plein de trucs, tu vois. T'es parti avec plein de projets en tête. Ouais. Et ça s'est bien passé. J'ai pris les petits jeunes qui étaient là, qui avaient beaucoup de talent, parce que je connaissais la scène, tu vois. Et c'était chambé. À vivre, c'était une tuerie, tu vois. Mais j'étais quand même obligé de continuer à voyager et faire des projets en France et ailleurs, notamment Dubaï. Ok. Parce que ça suffisait pas. Pour le côté financier. Les projets là-bas, c'est pas ça qui va te payer suffisamment, tu vois. Ok. Mais mes filles connaissent la vie au pays. Tu vois, on est resté 4 ans. Ma femme aussi. Elles ont vécu tout ce qu'il faut vivre quand tu vis là-bas. Moi aussi. Tu vois, je me suis aussi décomplexé de plein de trucs. Dans ton parcours perso, ça t'a aidé pas mal. C'est-à-dire, ok, France, ok. Comores, ok, tu vois. Et donc, ça a mis les trucs à zéro. C'était un peu compliqué. J'en avais marre de voyager, tu vois. Et donc, j'ai dit à Aurélie, ma femme, allez, on se casse, tu vois. Parce que j'étais souvent à Dubaï. Je crois 2021-2022, j'étais tout le temps à Dubaï. Donc, pendant tes 4 ans aux Comores, t'étais quand même souvent des fois, chaque mois, quasiment, je prenais l'avion. Ah oui, d'accord. Oui, okay. C'était chaud, c'était chaud. Puis, je passais par l'Éthiopie, Addis Abeba, 4 heures à l'aéroport. C'était une galère. Et puis, je laissais ma femme et mes enfants là-bas, tu vois. Quand il y a eu un cyclone aux Comores, j'étais pas là. J'étais en Inde. Donc, bref, là, après, donc, je me suis dit, mais pourquoi pas Dubaï ? Bon, et elle, évidemment, comme toutes les Françaises,
Dubaï, t'es sûr, machin. Et puis au final, elle est encore plus heureuse que moi ici. Ah bon, bah trop bien. Ouais. Okay. Et donc voilà, on arrive ici. T'as vu, je te l'ai fait en... Très bien. En accéléré. Du coup, attends, ça fait combien de temps que t'es à Dubaï? Tu me l'as dit au début, je me souviens. 4, on est sur la 4e année. Ok. Ouais. D'accord. Et du coup, quand t'es arrivé à Dubaï, t'avais déjà des projets avec plusieurs marques dont t'as parlé tout à l'heure. Donc t'arrivais pas sans rien. Non, du tout. Okay. Après, ce qui est l'intérêt aussi, je pense, c'est que comme ça fait déjà quasiment... Je crois que ça fait 8-9 ans maintenant que je travaille à Dubaï. Donc en fait, je connais la ville. Ouais. Tu vois, c'était pas genre je la découvre, je découvre le bien et le moins bien de Dubaï. En fait, je le connaissais. Ouais. À la limite, c'était plus pour elle et pour les enfants qu'il fallait voir comment ça allait se passer et tout, tu vois. Sûr. Mais ouais, j'avais déjà... en fait, moi, j'ai gardé ma structure en France, en fait. Donc, en fait, tous ces projets continuent de personnalisation, d'événementiel, de décoration, etc. Alors, des fois, c'est d'autres artistes, des fois, c'est moi. Je prends l'avion. Ça, c'est encore le cas, tu vois. Encore là, en décembre, je suis parti 2 semaines pour faire que des projets. Je les enchaîne. Tu vois, je reste 2 semaines ou 1 semaine. Et tu condenses. Et je fais tout ça toute la semaine et je reviens. Ce qui est génial de Dubaï, parce que tu peux faire ça très vite. Ouais, c'est vrai que par rapport à ça, Dubaï, c'est pratique. Tu vois, tu disais pourquoi Dubaï. Moi, honnêtement, la vraie première raison, c'est la localisation. Hein. Rien à foutre de base, de la Burj Khalifa, ça, j'en ai rien à taper, tu vois. Je suis jamais allée. Enfin, moi non plus. J'ai déjà vu, mais je suis jamais moi non plus, ouais, t'es allé en bas du Dubai Mall, t'as regardé, t'as fait comme moi. Ouais, je mangeais, quoi. J'aime bien manger, je le regarde. Mais on s'est dit avec mon mari, il faudrait quand même qu'on y aille. La Tour Eiffel, quand t'es à Paris, en vrai, t'y vas pas trop, tu vois. Ouais, c'est vrai. En vrai. Mais je sais pas, la Tour Eiffel, il y a un petit côté. Ouais, parce que c'est ton pays d'origine, peut-être, mais. Toi, t'es de Paris, toi? Non, pas du tout. T'es d'où? Je suis de Besançon. Besançon. Ouais. Enfin, je suis née à Montauban, donc dans le sud-ouest, mais j'ai grandi à Besançon. Ouais. Montauban, c'est pas loin de Toulouse. Non, c'est à une petite heure. Pourquoi je dis ça? Ouais, non, donc emplacement Dubaï, très bien. Sécurité pour les enfants. J'ai 2 filles, j'ai pas envie qu'elles se fassent frotter dans le métro à Paris, tu vois. Ouais, je comprends. J'ai un petit garçon et j'avoue que quand je rentre en France, des fois, j'ai des trucs qui me reviennent en tête et je me dis. T'as pas envie qu'il se fasse frotter dans le métro non plus. Dans mon quotidien, je suis contente de ne pas avoir à penser à ça. Enfin, ce qui veut pas dire que. C'est malheureux, mais après, il y a un côté négatif aussi, c'est que ils sont dans la bulle de Dubaï et il y a des trucs qu'ils savent même pas ce que c'est, tu vois. Non, c'est vrai. Tu vois, l'agression dans la rue, mes filles, elles conçoivent pas trop. Ouais, en même temps, tant mieux, mais. Tant mieux, mais en même temps. Oui, tant mieux, tant qu'elles sont ici. Si tu te retrouves là-bas, t'es une cible facile, en fait. Bien sûr. Non, oui, je comprends. Les gens, ils vont te repérer très très vite. Ils vont demander, excuse-moi, c'est où la rue, machin. Mais je pense qu'en plus, c'est amplifié par le fait peut-être d'avoir des filles, quoi. Moi, j'ai un garçon, t'y penses quand même, mais. Peut-être. Après, j'aimerais bien qu'elle fasse un sport de combat, tu vois. Je vais l'envoyer à Marie. ouais, grave. Voilà. Elle va. Championne MMA, moi, ça me va très bien. Non, mes mais filles. Vas-y, hein. Elles vont être formées à perfection. Ouais. Non, mais vraiment, blague à part, je pense que c'est important d'avoir en tout cas conscience de certaines choses et même ne serait-ce que, même si t'es jamais confronté à une agression directe, mais que t'aies au moins le mindset de ok, je suis équipé, je suis préparé, tu vois, qu'il y a un truc psychologique où t'es en confiance. Parce que si t'es en panique tout de suite, tu peux être champion d'MMA, te faire planter en 2 secondes. Oui, tu vois. C'est sûr. Mais bon, bref, après, c'est le sujet d'être une femme dans ce monde qui est pas si simple et que tu découvres en tant que père, tu vois. Ouais, avant d'être papa, tu réalises pas trop, en fait. Tu vois. Ouais, t'es peut-être conscient, mais tu le ressens peut-être moins fort, on va dire. Moi, je crois que j'avais même pas conscience. Ah ouais, non. Je crois que quand t'es un mec, t'es trop déconnecté. Ça, c'est un peu comme la question du racisme, en fait. Tu vois, il y a plein de gens, ils vont croire, les Renois, ils abusent sur le racisme, machin. Mais en vrai, quand tu le vis pas, ce truc sous-jacent qui est là, qui est imprimé dans les esprits de hiérarchie, de trucs, si tu ne le vis pas au quotidien, tu ne le sais pas, tu peux pas le comprendre. Et je pense que c'est pareil. Je pense que le mot comprendre, c'est exactement le bon mot. Parce que tu peux des fois être au courant, mais tu le ressens pas et tu le comprends pas à 100%. Tant que t'es pas connecté à cette réalité, tu vois, finalement, et c'est ça qui est beau, je trouve, dans la paternité, c'est que en fait, c'est toi, c'est une partie de toi. Ouais, non, mais c'est pour ça que je te donc disais que tu concerné, le ressens encore plus fort. Mais t'as pas le choix, quoi. Tu sais, c'est comme les gens qui s'en foutent de telle maladie grave ou quoi. Bah ouais, ils s'en foutent, ça fait pas partie de leur vie. Ouais, non, mais c'est sûr. Un membre de leur famille crève de ce truc-là, d'un coup, ça devient un vrai sujet dans leur vie. Tu vois. Non, mais c'est clair. Hein. Bref, je suis parti dans d'autres trucs. Non, mais pas de souci. Mais pour revenir sur le sujet du racisme, j'ai une amie qui est franco-algérienne. Et en fait, c'est pareil, elle en a toujours un peu ri, etc. Mais elle arrive dans une phase où elle en a marre un peu de rire et où les blagues là-dessus la heurtent un peu plus qu'avant, parce qu'elle est aussi devenue maman, etc. Donc il y a aussi tout ce sujet-là. Et en fait, elle me donnait plein d'exemples dans sa vie quotidienne. Et en fait, même sans le comprendre évidemment à 100%, elle vit à Dijon. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est l'enfer, quoi. Des fois, je trouve qu'il y a un surjeu de... en fait, pareil pour les féministes et pareil pour les Black je vois à peu près ce que Lives Matter ou je sais pas quoi. C'est légitime,
Mais des fois, c'est parce que je suis noir. Non, c'est parce que t'es nul, tu vois. Non, mais ça peut arriver en vrai. Non, mais je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Pareil pour une meuf. Peut-être t'es pas prise parce que t'es naze, en fait. C'est possible, tu vois. Faut pas être dans un truc non plus de juste sortir cette carte, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est important de pas... d'être... Tu vois, essayer d'être en phase avec la réalité, quoi. Et c'est pas simple, en vrai. Ah, c'est intéressant. Non, mais oui, c'est pas simple. Mais... Puis c'est pas simple, surtout quand tu le ressens sur des choses vraiment très... Enfin, c'est des ressentis qui t'attaquent de manière très personnelle. Donc, c'est vrai. C'est pas facile de prendre Oui, c'est dur de prendre... Ouais, je suis d'accord. Moi, après, tu sais, je te dis ça, je fais le malin, mais je suis très sensible sur le sujet. Hein. Moi, après, tu vois, tu parles de ta copine, moi, je laisse rien passer. Hein. Ouais. Tu sais, j'ai été travailler dans la pub Turbo Loré. Donc, il y en a eu des blagues, hein, tu vois. Surtout qu'en fait, les Blancs avec qui tu grandis quand tu grandis à Paris font pas de blagues racistes, en fait. Ça n'existe pas, en vrai. Ça n'existe pas. Par contre, ceux qui viennent des autres régions, pour eux, normal, tu vois. Ouais. Et il a fallu recadrer quelques personnes, tu vois. Non, mais ça leur fait du bien aussi. Non, mais puis le monde change, en vrai. Tu ressens même par rapport à ça? Pas autant que je voudrais, tu vois, mais ouais, quand même, je trouve. Ok. Je trouve quand même. C'est encourageant, quand même. Ouais. Avoir un peu de positif. je pense, et puis de toute façon, il vaut mieux être positif, hein, sinon t'es dans la merde. Oui, c'est vrai. Tu vois.